Le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées et violettes au-dessus de Saint-Cyr-Clapopie, ce village médiéval perché sur les falaises du Lot. La beauté du paysage, pourtant, ne parvenait pas à apaiser la douleur qui me rongeait. Assis sur un banc de pierre, les pieds dans l'herbe fraîche, je regardais les lumières scintillantes s'allumer une à une dans les maisons de pierre, chacune abritant des vies que j'enviais, des vies entières et heureuses, loin de ma propre solitude. Je m'appelais Adèle Leclerc, et à 25 ans, je me sentais déjà vieille, usée, comme une vieille tapisserie délavée par le temps. Mon divorce récent avec Stéphane, mon mari depuis 5 ans, m'avait laissé brisé. Non seulement financièrement ruiné, il avait emporté la majeure partie de nos économies, laissant derrière lui un vide abyssal et une montagne de dettes, mais aussi émotionnellement dévasté. Il avait été mon premier amour, mon premier homme, et sa trahison avait été d'une brutalité inouïe, me laissant avec un sentiment de vide et d'inutilité. Je me sentais comme une coquille vide, privée de ma valeur, de ma féminité, de mon identité même. Je n'étais plus qu'une ombre, hantée par le spectre de notre passé idyllique, désormais transformé en cauchemar. Mon seul réconfort résidait en mon fils, Marceau, un adolescent de 15 ans au cœur d'or, et aux yeux bleus perçants, hérité de son père, hélas. Il était ma bouée de sauvetage, ma raison de vivre, le seul lien qui me rattachait à une forme de normalité. Mais même son amour inconditionnel ne suffisait pas à combler le gouffre béant que Stéphane avait creusé en moi. Je me sentais incapable de le protéger, de lui offrir la stabilité dont il avait besoin, incapable même de me protéger, moi-même. L'avenir me paraissait sombre, une toile noire sans la moindre étincelle d'espoir. Et puis, il y avait Mathilde, ma meilleure amie depuis l'enfance, un rayon de soleil dans ma vie de plus en plus obscure. Elle était là, toujours présente, malgré mon repli sur moi-même, mon incapacité à faire face à la réalité. Elle m'apportait son soutien inconditionnel, ses mots réconfortants, ses encouragements constants. Elle me disait que je pouvais y arriver, que je n'étais pas seule, que j'étais forte. Mais même ces paroles, aussi sincères soient-elles, ne parvenaient pas à dissiper le brouillard épais qui enveloppait mon cœur. J'avais besoin de plus, de quelque chose de puissant, d'un miracle peut-être pour me sortir de cette spirale infernale. Ce miracle, je ne le soupçonnais pas encore, allait venir de la bouche de mon propre fils. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cet audio et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous et que faites-vous en nous écoutant? J'adore savoir avec qui je partage ce moment. Maintenant, revenons au récit un soir. Alors que je pleurais silencieusement dans mon petit appartement, Marceau entra sans frapper. Il me trouva assise sur le sol, le visage enfoui dans mes mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Il ne dit rien pendant un long moment, observant simplement ma détresse. Puis il s'assit à côté de moi, posant une main timide sur mon épaule. Son geste simple, pourtant, eut un effet bouleversant sur moi. Je relevai la tête, mes yeux rouges et gonflés fixés sur son visage. « Maman », dit-il doucement, sa voix pleine d'une maturité inattendue pour son âge. « Je sais que tu souffres. Je vois ta douleur. Je l'entends dans ton silence. Mais tu ne peux pas te laisser abattre comme ça. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu es la femme la plus incroyable que je connaisse. Tu es courageuse, tu es intelligente, tu es aimante. Et tu vas t'en sortir. » Ces paroles, simples et pourtant si profondes, résonnèrent en moi comme un glas. Elles brisèrent la carapace de désespoir que j'avais construite autour de mon cœur. C'était comme si une lumière perçait les ténèbres, une lueur d'espoir dans l'immensité de ma souffrance. Je n'avais jamais pensé que mon fils si jeune pouvait avoir une telle perception de ma situation, une telle compréhension de ma douleur. Mais surtout, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse me donner une telle force. Ces mots étaient comme un baume sur mes plaies, un réconfort inattendu qui me permit de reprendre mon souffle. Je réalisais alors que je n'étais pas seul, que j'avais un allié précieux dans ce combat. Marceau, avec sa foi inébranlable en moi, m'avait donné la force de me relever. Il m'avait rappelé qui j'étais, la femme forte et déterminée que j'avais oublié d'être. Je lui pris la main, serrant ses doigts délicatement, les larmes coulant maintenant sur mes joues. Mais cette fois-ci, ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais des larmes de libération. Les jours qui suivirent furent difficiles, mais je les affrontai avec une nouvelle détermination.
Je commençais par chercher de l'aide. Je contactais un avocat pour gérer mon divorce, pour récupérer une partie de mes biens. Je me renseignais sur les aides financières possibles pour les mères célibataires. Ce fut un chemin semé d'embûches, de paperasses interminables, de rendez-vous frustrants, de moments de doute et de découragement. Mais à chaque fois que je me sentais sur le point de sombrer, je pensais aux mots de Marceau, à sa confiance en moi, et je trouvais la force de continuer. Mathilde, elle aussi, fut d'un soutien inestimable. Elle m'a aidé à trouver un petit appartement plus modeste mais confortable. Elle m'a aidé à trouver un travail à temps partiel, dans une petite librairie du village. Un travail qui, bien que modeste, me permettait de gagner ma vie et de subvenir aux besoins de Marceau. Elle m'a écouté, elle m'a conseillé, elle m'a réconforté. Son amitié, sa présence constante, ont été un pilier fondamental dans ma reconstruction. Parallèlement, je me suis concentré sur mon bien-être. Je me suis inscrite à des cours de yoga pour apprendre à gérer mon stress et à retrouver une certaine sérénité. J'ai commencé à marcher régulièrement dans la nature, profitant de la beauté de Saint-Cirque-la-Popie pour me ressourcer. J'ai repris contact avec de vieilles amies, des personnes que j'avais négligées pendant ma relation avec Stéphane, des personnes qui m'ont redonné le goût de la vie sociale, du partage et de la joie. Le chemin de la reconstruction fut long et ardu. Il y eut des moments de doute, des moments de faiblesse, des moments où je me suis senti prête à abandonner. Mais à chaque fois, je me suis souvenu des mots de Marceau, de sa foi inébranlable en moi, et j'ai trouvé la force de continuer. Je me suis battu pour moi, pour mon fils, pour mon avenir. J'ai appris à me faire confiance, à croire en mes capacités, à me respecter. J'ai appris à aimer à nouveau, à aimer la vie, à aimer la femme que je suis devenue. 1 an. Plus tard, je pouvais enfin regarder en arrière et constater le chemin parcouru. J'avais réussi à me relever de cette épreuve terrible. J'avais trouvé un équilibre, une stabilité que je croyais impossible à atteindre. J'avais un toit au-dessus de ma tête, un travail qui me plaisait, un fils en bonne santé et heureux, et une amitié solide et fidèle. J'avais retrouvé ma dignité, ma valeur, ma féminité. Je n'étais plus une ombre, mais une femme forte, indépendante et épanouie. Stéphane, quant à lui, avait disparu de ma vie. Je n'avais plus aucun contact avec lui. Je ne ressentais ni haine ni rancœur. Je le voyais simplement comme un chapitre douloureux de ma vie, un chapitre que j'avais refermé. Je ne lui souhaitais ni le bien ni le mal. Il était simplement absent, comme une page blanche dans le livre de ma vie. Un soir, alors que je regardais Marceau jouer au football, dans le parc, le soleil couchant peignant à nouveau le ciel de teintes orangées et violettes, je me suis senti envahi par un sentiment profond de gratitude. Gratitude envers mon fils, dont les mots avaient été la clé de ma renaissance. Gratitude envers Mathilde, pour son soutien indéfectible. Gratitude envers la vie, pour m'avoir donné une seconde chance. J'avais pensé avoir tout perdu, en tant que femme, mais en réalité, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. La force de me reconstruire, la force de me réinventer, la force de vivre pleinement et intensément chaque jour. Et c'est cette force, cette résilience que je chérirai toujours, un trésor plus précieux que toutes les richesses du monde. Le sourire de Marceau, sa joie de vivre, était la plus belle récompense, le plus beau témoignage de ma victoire. Ma victoire sur moi-même, sur le désespoir, sur la solitude, ma victoire sur la vie. Mais qu'une victoire, c'était un nouveau départ. Un départ qui ne serait pas sans embûches, je le savais. Mais j'étais désormais armé pour les affronter. J'avais appris à identifier mes faiblesses, à les transformer en force. La solitude, autrefois mon bourreau, était devenue ma compagne. Une alliée silencieuse qui me permettait de me concentrer sur moi-même, sur mon développement personnel. J'avais même commencé à apprécier ces moments de calme, ces instants de réflexion qui me permettaient de me reconnecter à mon essence. Marceau, devenu plus mature, plus responsable, était devenu mon confident, mon ami. Nous partagions des moments précieux, des moments de complicité qui renforçaient notre lien. Il me faisait rire, il me consolait, il me surprenait par sa sagesse et son intelligence. Il était devenu bien plus qu'un fils. Il était mon roc, mon soutien inconditionnel. Et moi, j'étais déterminé à lui offrir le meilleur, à lui construire un avenir stable et serein. Mathilde, toujours présente, était devenue bien plus qu'une amie. Elle était ma sœur, ma famille. Nos conversations, nos rires, nos confidences
était un baume sur mon âme. Son soutien, son écoute attentive, son optimisme contagieux m'aidaient à surmonter les difficultés quotidiennes. Elle était le témoin privilégié de ma renaissance, de ma transformation. Nous partagions des moments simples, des moments précieux, des moments qui forgèrent notre amitié, la rendant encore plus forte, plus indéfectible. Saint-Cirq-la-Popie, ce village médiéval, était devenu mon havre de paix. Ses ruelles étroites, ses maisons de pierre, sa vue imprenable sur le Lot, étaient autant de sources d'inspiration, de sérénité. Je me sentais appartenir à ce lieu, à cette communauté chaleureuse et accueillante. J'avais trouvé ma place, mon équilibre, ma maison. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était une vie riche, pleine de sens, une vie que j'avais construite moi-même, pierre après pierre, grâce à ma force, à ma résilience, à la foi indéfectible de mon fils et à l'amour inconditionnel de mon ami. C'était ma victoire, ma vie nouvelle, ma renaissance. Cependant, cette paix retrouvée ne dura pas éternellement. Un jour, une lettre recommandée arriva, brisant la sérénité de mon quotidien. C'était une convocation du tribunal. Stéphane, mon ex-mari, réclamait la garde exclusive de Marceau. Il alléguait mon incapacité à lui assurer une stabilité financière et émotionnelle, invoquant mon divorce récent et ma situation précaire. Le choc fut immense. J'avais travaillé si dur pour reconstruire ma vie, pour offrir à Marceau un environnement stable et aimant, et voilà que tout était remis en question. La peur me serra le cœur. L'idée de perdre Marceau, mon fils, mon roc, me paralysait. J'avais tout fait pour lui, pour le protéger, et maintenant il était menacé. Je me sentais impuissante, vulnérable, comme si j'étais retombée dans le gouffre du désespoir. Les nuits furent courtes, hantées par des cauchemars où je voyais Marceau s'éloigner, disparaître de ma vie. Les journées étaient un calvaire, un mélange de travail épuisant et d'angoisse permanente. Mathilde, bien sûr, était là pour me soutenir. Elle m'a aidé à rassembler les preuves de ma capacité à élever Marceau, les attestations de mes voisins, de mes collègues, de mon propriétaire. Elle m'a accompagné au rendez-vous avec mon avocat, me réconfortant, me donnant du courage. Mais même son soutien indéfectible ne suffisait pas à dissiper mon angoisse. Le procès approchait et l'incertitude me rongeait de l'intérieur. Je me sentais seul face à un adversaire puissant, manipulateur, prêt à tout pour gagner. J'avais l'impression de revivre mon cauchemar, de replonger dans le gouffre dont je pensais m'être sorti. Cette fois, cependant, je savais que je ne pouvais pas me laisser abattre. J'avais appris à me battre, à me défendre, à me relever, et je le ferais pour Marceau, pour notre avenir, pour notre bonheur. Je me préparais à livrer une bataille dont l'enjeu était bien plus important que tout ce que j'avais déjà affronté. Le jour du procès arriva comme une lame de couteau, tranchant la tension palpable qui régnait en moi depuis des semaines. Le tribunal était une salle froide, impersonnelle, où l'atmosphère était lourde de silence et d'anxiété. Stéphane était là, arrogant, sûr de lui, son sourire narquois me glaçant le sang. Son avocat, un homme impitoyable, dépeignait mon image de manière déformée, mettant l'accent sur mes difficultés financières et émotionnelles, insinuant mon incapacité à assurer le bien-être de Marceau. J'étais assise, le cœur battant, à tout rompre, serrant la main de Mathilde, dont le soutien silencieux me donnait un peu de force. Mon propre avocat, un homme plus jeune, plus sensible, présentait mes arguments avec calme et conviction, mettant en avant l'amour inconditionnel que je portais à Marceau, la stabilité que j'avais réussi à construire, malgré les difficultés. Il présenta les attestations, les preuves de mon engagement, de ma détermination. Mais les mots de l'avocat de Stéphane, précis et acérés, semblaient percer ma défense, semant le doute dans mon esprit. Le témoignage de Marceau fut le moment le plus difficile. Le voir sur le banc des témoins, hésitant, tiraillé, entre son père et moi me déchirait le cœur. Ses réponses étaient confuses, imprécises, reflétant la manipulation subtile dont il avait été victime. J'avais l'impression de le perdre, de le voir s'éloigner, de le voir sombrer dans le piège tendu par son père. L'émotion me submergea. Je voulais crier, hurler, mais je me forçais à rester calme, à garder le contrôle, pour Marceau. Pour lui, je devais gagner. Pour lui, je devais me battre jusqu'au bout, même si cela signifiait affronter l'abîme une fois de plus. L'attente du verdict était insoutenable, un supplice qui semblait durer une éternité. Le silence pesait dans la salle, un silence lourd de suspense.
brisé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Chaque seconde semblait une éternité, chaque battement de mon cœur résonnait comme un coup de marteau sur mon âme. Mathilde me serrait la main, ses doigts crispés témoignant de son angoisse partagée. Je fermais les yeux, essayant de me concentrer sur ma respiration, de trouver un peu de calme au milieu de cette tempête émotionnelle. Je répétais mentalement les mots de Marceau, ses hésitations, ses réponses confuses, essayant de décrypter le message caché derrière, ses paroles. Puis enfin le juge prononça son verdict. Je ne me souviens pas des mots exacts, seulement du sentiment de soulagement immense qui m'envahit. La garde de Marceau me serait confiée. J'avais gagné. Un cri silencieux de joie jaillit de mon cœur, une vague de bonheur me submergeant. Je me suis effondré dans les bras de Mathilde, les larmes coulant sur mon visage, un mélange de soulagement, de joie, d'épuisement. Mais la victoire était amère. Le procès avait laissé des traces profondes. La tension, l'angoisse, l'incertitude avaient laissé des cicatrices sur mon âme. Marceau était blessé, affecté par la manipulation de son père. Il avait besoin de temps, de soins, d'amour pour se reconstruire. Et moi aussi. La bataille était gagnée, mais la guerre n'était pas terminée. Il me restait encore beaucoup de travail à faire pour réparer les dégâts, pour guérir les blessures, pour reconstruire notre famille, pour protéger Marceau de l'influence néfaste de son père. La route serait longue, semée d'embûches, mais j'étais prête à la parcourir pour lui, pour nous. J'avais appris à me battre, à me relever, et je ne laisserai personne, ni rien, nous séparer. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la reconstruction. La cicatrisation des blessures, tant physiques qu'émotionnelles, était un processus lent et douloureux. Marceau, malgré la victoire judiciaire, restait fragile, hésitant, tiraillé entre deux mondes. Il avait besoin de temps pour digérer le traumatisme du procès, pour comprendre la manipulation dont il avait été victime, pour se reconstruire. Je lui ai offert tout mon amour, toute mon attention, toute ma patience. Nous avons passé des heures à parler, à jouer, à rire, à reconstruire notre lien, à solidifier notre complicité. J'ai cherché de l'aide professionnelle pour Marceau, une psychologue spécialisée dans les enfants victimes de conflits familiaux. Les séances étaient difficiles, émotionnellement éprouvantes, mais elles étaient nécessaires pour l'aider à exprimer ses émotions, à surmonter ses peurs, à retrouver sa sérénité. Je l'accompagnais à chaque séance, partageant ses larmes, ses colères, ses doutes, l'encourageant, le soutenant, le rassurant. Je me suis également engagé dans une thérapie pour moi-même, pour traiter mes propres traumatismes, pour apprendre à gérer mon anxiété, pour retrouver une paix intérieure durable. Parallèlement, je devais gérer les conséquences financières du procès. Les frais d'avocat, les dépenses liées à la thérapie de Marceau et la mienne, avaient mis à rude épreuve mon budget déjà fragile. J'ai dû travailler plus, accepter des heures supplémentaires, des missions ponctuelles, pour assurer notre subsistance. La fatigue était omniprésente, mais je ne pouvais pas me permettre de faiblir. Je devais être forte pour Marceau, pour nous. La victoire judiciaire était un premier pas, mais le chemin de la reconstruction était encore long et semé d'embûches. Et je savais que je devais persévérer, pour protéger mon fils, pour construire un avenir meilleur pour nous deux. Un soir, alors que je rentrais épuisé du travail, j'ai trouvé une lettre sur le paillasson. C'était Stéphane. Il demandait à voir Marceau. La peur m'a immédiatement envahi. J'avais réussi à protéger mon fils de son influence néfaste pendant des mois. Et cette lettre était une menace, une tentative de reprendre contact, de semer à nouveau la confusion dans l'esprit de Marceau. J'ai hésité, tiraillé, entre la peur et le désir de protéger mon fils. Devais-je accepter sa demande, lui permettre de voir son père malgré le risque? Ou devais-je refuser catégoriquement, protéger Marceau de toute influence négative? J'ai passé des nuits blanches à réfléchir, à peser le pour et le contre. Mathilde m'a conseillé, m'a écouté, m'a aidé à analyser la situation avec lucidité. Elle m'a rappelé les progrès de Marceau, sa stabilité retrouvée, les risques d'une rencontre avec son père. Elle m'a encouragé à prendre la décision la plus appropriée pour le bien-être de mon fils. Finalement, j'ai décidé de refuser la demande de Stéphane. J'ai rédigé une lettre ferme, mais respectueuse, expliquant ma décision, en insistant sur le besoin de Marceau de stabilité et de sérénité, et sur le danger que représentait une rencontre avec son père dans son état actuel.
J'ai envoyé la lettre par recommandé avec accusé de réception. J'ai attendu la réponse avec une angoisse palpable. L'attente était insoutenable, le doute me rongeant de l'intérieur. Et puis, le silence. Stéphane n'a pas réagi. J'ai ressenti un soulagement immense, une profonde gratitude. J'avais protégé Marceau. J'avais pris la bonne décision. J'avais fait ce qu'il y avait de mieux pour lui, pour son bien-être, pour son avenir. La route était encore longue, mais je savais que j'étais sur le bon chemin. Le chemin de la reconstruction, le chemin de l'espoir, le chemin vers le bonheur. Cependant, le calme relatif ne dura pas. Quelques semaines plus tard, un matin, en allant chercher Marceau à l'école, je l'ai vu parler à un homme que je reconnus immédiatement. Stéphane. Mon cœur s'est glacé. Il avait réussi à le contacter malgré mon refus catégorique. Marceau semblait hésitant, tiraillé entre moi et son père. Je me suis approché, le cœur battant à tout rompre, l'angoisse me serrant la gorge. Stéphane, voyant que je l'avais aperçu, m'a adressé un sourire narquois, un sourire cruel et menaçant. Il a essayé de parler à Marceau, de le convaincre de le suivre, mais j'ai immédiatement réagi, interposant mon corps entre eux, protégeant mon fils de son influence perverse. Une altercation verbale a éclaté, violente, tendue, devant les yeux des autres parents et des enfants. Stéphane m'a accusé de priver Marceau de son père, de le manipuler, de le contrôler. Ces mots étaient des coups de poignard, me blessant profondément. J'ai répliqué, défendant mon rôle de mère, mon amour pour mon fils, mon engagement à le protéger. La scène a dégénéré, attirant l'attention du directeur de l'école qui est intervenu pour nous séparer. Stéphane, furieux, m'a menacé, m'a juré de me reprendre Marceau. Il s'est ensuite enfui, laissant derrière lui un silence lourd et pesant. Marceau, traumatisé par cette confrontation, était en larmes, perdu, désorienté. Je l'ai pris dans mes bras, le réconfortant, le rassurant, le protégeant de la tempête qui venait de s'abattre sur nous. Je savais que cette confrontation marquait un tournant, un point de non-retour. La bataille était loin d'être terminée. La guerre pour la garde de Marceau avait atteint son point culminant, une confrontation brutale et douloureuse qui allait décider de notre avenir. Je devais trouver une solution, et vite, avant que Stéphane ne réussisse à briser la fragile reconstruction de notre vie. De retour à la maison, j'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de déposer une plainte pour harcèlement contre Stéphane, pour protéger Marceau et éviter toute autre confrontation. J'ai suivi ses conseils, rédigeant une déclaration détaillée de l'incident à l'école, incluant les témoignages de plusieurs parents présents. La procédure judiciaire s'est enclenchée, ajoutant une nouvelle couche de stress et d'inquiétude à ma vie déjà chaotique. Je devais gérer le traumatisme de Marceau, la pression de la nouvelle procédure judiciaire et la fatigue physique et émotionnelle qui me rongeait. Les jours suivants furent un flou d'appels téléphoniques, de rendez-vous, de démarches administratives. J'ai dû faire face à la colère, à la frustration, à la peur. Mais je savais que je ne pouvais pas céder. Je devais rester forte pour Marceau. Pour lui, je serais prête à affronter n'importe quelle épreuve, à combattre n'importe quel adversaire. Mathilde était toujours à mes côtés, m'apportant son soutien indéfectible, me donnant du courage, me rappelant ma force, ma résilience. Elle était mon ancre, mon refuge, ma lumière dans les ténèbres. Marceau, quant à lui, a commencé à suivre une thérapie plus intensive pour traiter le traumatisme de la confrontation avec son père. Il était suivi par une équipe pluridisciplinaire composée d'une psychologue, d'une assistante sociale et d'un pédopsychiatre. Les progrès étaient lents, mais perceptibles. Petit à petit, il retrouvait sa joie de vivre, sa sérénité, son sourire. Et cela, c'était ma plus grande victoire. C'était la preuve que je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour le protéger, pour lui offrir un avenir meilleur, un avenir loin de l'emprise néfaste de son père. Et c'est cette perspective qui me donnait la force de continuer, de me battre, de surmonter tous les obstacles. Un jour, mon avocat m'a appelé. Stéphane avait fait appel de la décision du tribunal. Le choc fut terrible. J'avais cru avoir clos ce chapitre douloureux, avoir protégé Marceau de l'emprise de son père, et voilà que tout était remis en question. La fatigue, l'épuisement, l'angoisse me submergèrent à nouveau. Je me sentais comme une marionnette manipulée par les fils invisibles de la justice, traînée dans un interminable combat judiciaire.
Je me suis effondré dans les bras de Mathilde, pleurant de rage, de désespoir, de fatigue. Mais Mathilde, avec sa force et sa sagesse habituelle, m'a relevé. Elle m'a rappelé que j'avais déjà surmonté des épreuves bien plus difficiles, que j'avais déjà combattu et gagné. Elle m'a encouragé à continuer, à me battre pour Marceau, pour notre avenir. Elle m'a rappelé que nous avions la vérité de notre côté, que nous avions le soutien de la justice, et surtout que nous avions l'amour et la force de notre lien mère-fils. Ce nouvel appel a relancé la machine judiciaire. De nouveaux rendez-vous, de nouvelles audiences, de nouvelles confrontations avec Stéphane et son avocat. L'atmosphère était encore plus tendue, plus pesante, plus douloureuse. Chaque jour, je me sentais épuisé, usé, mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais me battre, non seulement pour Marceau, mais aussi pour moi-même, pour prouver ma force, ma détermination, ma capacité à surmonter les obstacles. Je savais que cette bataille finale allait décider de notre avenir, de notre bonheur, et je serais prêt à tout pour gagner, pour protéger mon fils, pour construire notre avenir, pour vivre enfin en paix. Le procès d'appel dura plusieurs semaines. Chaque jour, je me rendais au tribunal, le cœur serré d'angoisse, l'estomac noué par le stress. J'assistais, impuissante aux manœuvres dilatoires de l'avocat de Stéphane, à ses tentatives de semer le doute dans l'esprit des juges, à ses attaques personnelles contre moi. Je me sentais épuisé, vidé de mon énergie, mais je ne pouvais pas me permettre de faiblir. Je devais rester forte pour Marceau, pour notre avenir. Le témoignage de Marceau fut crucial. Cette fois, il était plus sûr de lui, plus affirmé. Il a exprimé clairement son désir de vivre avec moi, son attachement profond à moi, sa souffrance face aux manipulations de son père. Ces mots, simples et pourtant si puissants, ont résonné dans la salle d'audience, touchant les juges, les laissant sans voix. C'était un moment de vérité, un moment de libération pour Marceau et pour moi. L'avocat de Stéphane, déstabilisé par le témoignage de Marceau, a tenté une dernière offensive, accusant Mathilde et moi de manipulation, d'aliénation parentale. Mais ces accusations creuses, dépourvues de preuves, n'ont pas convaincu les juges. Le verdict final arriva quelques jours plus tard. La décision de première instance était confirmée. J'avais gagné. Cette fois, la victoire était définitive. Un poids immense s'est envolé de mes épaules, laissant place à un sentiment de soulagement immense, de joie profonde, de paix retrouvée. La bataille était terminée. J'avais gagné la guerre, mais la joie de la victoire fut tempérée par une profonde tristesse. La guerre était terminée, mais les cicatrices restaient. Marceau, bien que soulagé, portait encore les stigmates des manipulations de son père. Il avait besoin de temps, de patience, d'amour pour se reconstruire complètement. Et moi aussi. Le procès avait été une épreuve terrible, une bataille épuisante qui avait laissé des traces profondes sur mon âme. La fatigue, le stress, l'angoisse étaient encore présents, même si la menace immédiate avait disparu. J'ai décidé de prendre du recul, de me concentrer sur notre reconstruction, sur notre bonheur. J'ai cherché un emploi plus stable, moins exigeant, pour pouvoir consacrer plus de temps à Marceau, à sa guérison, à notre vie de famille. J'ai continué la thérapie, pour traiter mes propres traumatismes, pour apprendre à gérer mon anxiété, pour retrouver une paix intérieure durable. Mathilde, toujours présente, a été mon pilier, mon soutien indéfectible, mon refuge dans les moments de doute et de faiblesse. Nous avons passé des moments précieux ensemble, Marceau et moi, des moments de complicité, de tendresse, de joie. Nous avons repris nos habitudes, nos sorties, nos jeux. Petit à petit, la sérénité est revenue, remplaçant l'angoisse et la peur. La cicatrisation des blessures était lente, mais elle était réelle. J'ai appris à apprécier les petits bonheurs de la vie, les moments simples, les instants de partage, les rires de Marceau. Et j'ai compris que la vraie victoire n'était pas seulement juridique, mais surtout personnelle. Une victoire sur le désespoir, sur la peur, sur la solitude. Une victoire sur la vie elle-même. 1 an plus tard, la vie avait repris son cours. Marceau était un adolescent heureux, épanoui, serein. Il avait retrouvé sa joie de vivre, son sourire, sa confiance en lui. La thérapie avait porté ses fruits, l'aidant à surmonter le traumatisme du procès, à se reconstruire, à se libérer de l'emprise de son père. Il excellait à l'école, s'investissait dans ses activités extrascolaires et cultivait des amitiés solides et sincères. Il était devenu un jeune homme responsable, mature et surtout heureux. Moi aussi,
j'avais retrouvé ma sérénité. J'avais trouvé un travail stable et épanouissant, me permettant de concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale. J'avais repris goût à la vie, appréciant les petits bonheurs du quotidien, les moments de partage avec Marceau et Mathilde. La thérapie m'avait aidé à surmonter mes propres traumatismes, à gérer mon anxiété, à retrouver ma confiance en moi. J'étais une femme forte, indépendante, épanouie, capable de faire face à toutes les épreuves de la vie. Stéphane avait disparu de nos vies. Il n'avait plus tenté de nous contacter, respectant la décision de justice. Je ne ressentais aucune haine, aucune rancœur envers lui. Je le voyais simplement comme un chapitre douloureux de ma vie, un chapitre que j'avais refermé, définitivement. Je me suis concentré sur l'avenir, sur le bonheur de Marceau et le mien, et c'est dans cette sérénité retrouvée, dans cet amour inconditionnel pour mon fils, dans cette amitié indéfectible avec Mathilde, que j'ai trouvé la véritable victoire, une victoire bien plus précieuse que toutes les richesses du monde, une victoire sur la vie, une victoire sur moi-même. Saint-Cirque-la-Popie, avec ses maisons de pierre accrochées à la falaise, ses ruelles étroites et sinueuses, son fleuve paisible, était devenu notre havre de paix. Nous y avions trouvé notre équilibre, notre sérénité, notre bonheur. Marceau, avec ses amis, jouait au football dans le parc, son rire clair et joyeux résonnant dans l'air pur et frais. Mathilde et moi, nous nous retrouvions souvent à la terrasse d'un café, partageant nos confidences, nos rires, nos projets. J'avais appris à apprécier les petits bonheurs du quotidien, les moments simples, les instants de partage. J'avais retrouvé le goût de la vie, une vie riche, pleine de sens, une vie que j'avais construite moi-même, brique après brique, grâce à ma force, à ma résilience, à ma détermination. J'avais appris à me faire confiance, à croire en mes capacités, à me respecter. J'avais appris à aimer à nouveau, à aimer la vie, à aimer la femme que j'étais devenue. Le souvenir du procès, de la bataille judiciaire, était encore présent, mais il ne me hantait. Plus, il était devenu un chapitre de ma vie, un chapitre difficile, douloureux, mais qui m'avait permis de grandir, de me transformer, de devenir plus forte. J'avais appris à me battre, à me défendre, à me relever. Et c'est cette force, cette résilience que je chérirai toujours, un trésor plus précieux que toutes les richesses du monde. Une leçon de vie, un héritage inestimable que j'avais transmis à Marceau, lui apprenant par l'exemple la force de l'amour, la valeur de la persévérance et l'importance de se battre pour ce qui compte vraiment. Notre bonheur. Un soir, assis sur le banc de pierre qui surplombe le lot, je regardais le soleil couchant teinter le ciel de couleurs flamboyantes. Marceau était à mes côtés, sa tête reposant sur mon épaule. Il était calme, serein, heureux. Je lui caressais les cheveux, ressentant une profonde gratitude, une immense fierté. J'avais réussi. J'avais protégé mon fils. Je l'avais aidé à surmonter ses épreuves. Je l'avais guidé vers le bonheur. Et moi aussi, j'avais trouvé mon chemin, mon équilibre, ma paix intérieure. Je pensais à tout le chemin parcouru, à toutes les épreuves surmontées, à toutes les larmes versées. J'avais pensé avoir tout perdu en tant que femme, mais en réalité j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. La force de me reconstruire, la force de me réinventer, la force de vivre pleinement et intensément chaque jour. J'avais appris à me connaître, à me respecter, à m'aimer. J'avais appris à faire confiance à la vie, à croire en l'avenir. Mathilde, elle aussi, avait joué un rôle essentiel dans cette renaissance. Son amitié indéfectible, son soutien inconditionnel, avaient été mes bouées de sauvetage, mes guides dans les moments les plus sombres. Je lui étais éternellement reconnaissante. Nous avions partagé tant de moments difficiles, mais aussi tant de moments de joie, de complicité, d'amitié profonde. Et c'est cette amitié, ce lien indéfectible, qui m'avait permis de surmonter toutes les épreuves, de trouver la force de me relever, de reconstruire ma vie, de trouver mon bonheur. Un bonheur simple, authentique, et surtout partagé. Un bonheur qui valait toutes les richesses du monde.